Benoît Hamon, vous avez donc vu, on l'a entendu, Jean-Luc Mélenchon vendredi soir dans un restaurant. Ces dernières semaines, souvent par médias interposés, vous vous êtes lancé des perches ou claqué la porte au nez. Est-ce qu'enfin vous avez pu vous parler franchement et est-ce qu'une alliance est encore possible entre vous ? Oui, nous nous sommes parlé, mais avant tout, je voudrais vous dire ma joie aujourd'hui d'avoir pu enregistrer le soutien des écologistes. C'est la première fois, depuis 1974, votre reportage l'a dit, qu'il n'y aura pas de candidat officiellement estampillé écologiste qui se présentera. Pourquoi ? Parce que l'écologie politique, je la représenterai dans ce débat de la présidentielle. On l'a dit, mais pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon pèse un peu plus électoralement parlant. L'écologie politique aujourd'hui, que Yannick Jadot. Est-ce que vous alliez faire candidature commune avec Jean-Luc Mélenchon? Je l'ai vu, il m'a confirmé ce que je savais, c'est qu'il sera candidat. Dont acte, la situation est maintenant claire. Donc et pas c'est pour d'alliance. ça que moi maintenant je me tourne vers les Français. Et je me tourne vers les Français, tous les Français de gauche. Ceux qui sont de gauche et peuvent avoir l'intention de voter Emmanuel Macron, ceux qui sont de gauche et peuvent avoir l'intention de voter Jean-Luc Mélenchon, tous celles et ceux qui aujourd'hui aspirent à ce que face à la droite de François Fillon et celle d'Emmanuel Macron, qui toutes les deux proposent des dizaines de milliards d'euros d'économies sur les services publics, qui proposent toutes les deux des centaines de milliers de suppressions de postes de fonctionnaires, qui pour Emmanuel Macron propose la hausse de la CSG, puis pour François Fillon la hausse de la TVA. Tout ça se fera contre quoi ? Contre les services publics, il y aura donc plus de déserts médicaux. Contre l'hôpital public, ce sera plus difficile d'y travailler, plus difficile de s'y soigner. Contre l'économie et notre capacité à relancer celle-ci, parce que cela fera de l'austérité et de la récession. Moi, je leur dis aujourd'hui à ces citoyens de gauche, c'est un moment historique. La gauche qui vient, la gauche de demain, j'ai commencé à la rassembler, à la fabriquer. Et je veux qu'elle puisse se projeter vers ce que j'ai appelé un futur désirable. Voyez les projets de François Fillon, Emmanuel Macron ou le futur sinistre de Marine Le Pen. D'un côté, il y a la perpétuation de ce qui existe. Qui peut croire que les solutions du passé, la hausse de la CSG, la hausse de la TVA, la baisse du nombre de professeurs, la baisse du nombre de policiers, qui peut croire que cela va nous aider à régler demain les problèmes que nous avons? Personne. Si aucun de vous ne se retire, Monsieur Hamon, vu qu'on parle de la gauche, si aucun de vous ne se retire, est-ce que vous ferez porter à Jean-Luc Mélenchon la responsabilité de l'échec de la gauche qui ne sera pas présente au second tour, manifestement? Moi, ma responsabilité, elle est de parler aux citoyens. Il y a tous les citoyens. Je le redis, nous vivons des transitions qui sont incroyablement lourdes. Qui parle aujourd'hui? Je regrette que la médiocrité du débat présidentiel, elle tient à quoi? Au fait qu'on ne parle que des affaires de Mme Le Pen et de François Fillon. Qu'on évoque quoi? Le feuilleton amoureux d'Emmanuel Macron avec M. Borloo, M. Bayrou. Écoutez, les déserts médicaux, oui ou non, il y en a. Le fait qu'on passe 6 mois à avoir un rendez-vous avec un médecin, ce sont des situations qu'on doit régler. Ce ne sont pas les solutions libérales qui les régleront, nous le savons. Le vieillissement de notre population, moi je souhaite que demain, on puisse avoir un droit à pouvoir vieillir tranquillement, sereinement, en étant accompagné, notamment quand on n'a pas les moyens de se payer une place en maison de retraite. Sur la question du travail, il évolue, il est transformé tous les jours. Qui en parle, sinon moi, qui pose aujourd'hui ce que sont les conséquences de la révolution numérique sur le travail? Bill Gates, patron de Microsoft, vient de dire, si on ne fait pas une taxe sur les robots, on ne financera plus les services publics et les mécanismes de solidarité. C'est ce que je propose. Sauf que, Monsieur Hamon, en Allemagne, il y a 5 fois plus de robots qu'en France, il y a 6% de chômage. C'est donc que les robots, finalement, peuvent créer des emplois. Si vous taxez les robots alors qu'on est au début de ce développement, est-ce que ça ne va pas freiner les innovations en France? C'est une vraie question que vous posent les acteurs économiques. Solution concrète. Si demain, dans une grande surface, un portique remplace un caissier ou une caissière, comme il y en a aujourd'hui, que ce portique crée de la richesse, et qu'au bout du compte, l'entreprise économise un salaire et cotise plus à la sécurité sociale, comment financerez-vous les retraites? Eh bien, on ne le sait pas, sauf à allonger la durée de cotisation et retarder l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'on peut être les seuls à faire une taxe robot? Non, ce que je souhaite, c'est qu'on calcule l'assiette des cotisations sociales patronales sur la richesse que créent les entreprises. C'est une solution nouvelle. Je reconnais, je mets dans le débat des solutions nouvelles. Le revenu universel d'existence, la taxe sur les robots, la volonté de bâtir une démocratie qui cesse de donner tous les 5 ans un mandat à un président de la République de faire à peu près ce qu'il veut. D'où ma volonté de reconnaître le vote blanc, d'où le fait de donner la possibilité aux citoyens de reprendre la main en cours de mandat. Tout cela, c'est effectivement le monde de demain, celui auquel j'aspire, le futur désirable auquel je crois des millions de Français aspirent. En l'occurrence, quand ils ont voté à gauche, je vais vous en dire un mot, à gauche, ces Français ont dit, nous choisissons ce modèle-là, parce que nous voulons tourner une page. Les agriculteurs
On est en plein salon de l'agriculture. Vous les avez entendus, ils sont essorés par les dettes, par les dépenses. La moitié des agriculteurs ne toucheraient pas 350 € par mois. Est-ce que le revenu universel est fait... Non, 50%. C'est les derniers chiffres de la fin de l'année 2016. La MSA dit effectivement que le nombre d'agriculteurs qui, en fait, n'a pas les moyens de vivre est considérable. Bon, je pense à un tiers, mais si c'est la moitié, c'est encore plus considérable. Il y a eu, dans les années 2010-2011, près de 300 suicides. Les burn-out, c'est-à-dire des pathologies psychiques, des agriculteurs qui basculent dans la dépression, il y en a par dizaines. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement au lendemain de votre élection? Moi, je propose que d'une part, on réoriente la politique agricole commune, mais ça, ce sont sur les financements qui viennent soutenir aujourd'hui les exploitations. Mais je pense notamment qu'il faudra organiser la transition vers l'agroécologie. Ils y sont prêts, ça crée plus d'emplois et c'est souvent plus rémunérateur. Mais je crois aujourd'hui effectivement que le revenu universel d'existence, à partir du moment où il s'adresse à tous, quel que soit leur revenu, et en particulier ceux qui ont le revenu le plus modeste, vient apporter un complément de revenu qui vous soulage de la difficulté de vivre. C'est aujourd'hui, s'il y a bien des gens qui travaillent tous les matins ce serait une solution? Est-ce que c'est ce qu'attendent les agriculteurs, d'avoir un revenu? Ils attendent surtout de pouvoir vivre de leur travail, sans doute. C'est la raison pour laquelle, moi, il y a un engagement que je prends ici. C'est que sur la chaîne de valeur, du producteur, de l'éleveur jusqu'au consommateur, voit que quoi? C'est en fin de chaîne, au moment de la grande distribution, que les marges se constituent et qu'au bout du compte, des éleveurs, des producteurs, des exploitants agricoles n'ont plus les moyens de vivre. C'est cette chaîne de valeur qu'il va falloir rediscuter. Et moi, j'entends bien faire en sorte que demain, celles et ceux qui produisent, mais aussi celles et ceux qui transforment, les ouvriers dans l'agroalimentaire, bénéficient aussi du juste fruit, du juste prix de leur travail. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. L'organisation de la distribution est posée, et en tout cas, j'entends bien m'engager dans ce domaine-là. Voilà une question qui a été trop longtemps mise de côté. Alors, vous parliez du climat délétère de la campagne. On a vu les concerts de casseroles avec François Fillon, les manifestations assez violentes contre Marine Le Pen hier à Nantes. François Fillon qui a d'ailleurs réagi ce soir, il dit que le gouvernement n'assure pas les conditions d'un exercice serein de la démocratie. Il parle même d'une situation de quasi-guerre civile. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, quasi-guerre civile. Si François Fillon arrêtait de faire de la surenchère sur les mots pour essayer de faire oublier quoi? Qu'aujourd'hui, il devra répondre devant la justice d'une situation qui l'a peut-être amené à payer très très cher son épouse pour faire un travail qu'elle n'a peut-être pas fait. Moi, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais ce que je regrette, c'est que pour qu'on n'ait plus à parler de cela, et qui occupe beaucoup trop l'espace public, on en arrive à inventer des situations de guerre civile. Donc, la situation que nous allons connaître, elle est grave. Et moi, je veux le dire, le président de la République qu'il faudra élire doit être libre et indépendant. Libre et indépendant vis-à-vis des puissances de l'argent. Et moi, j'entends demander solennellement ce soir que tous les autres candidats fassent la même chose que moi. Moi, je prends un engagement que toute personne qui voudrait faire un don important, à partir de 2 500 € à ma campagne, que ces personnes, nous rendions public leur nom. Pourquoi? Pour savoir qui, aujourd'hui, finance la campagne de qui. Moi, je prends l'engagement de les rendre publics, et s'ils ne veulent pas que leur nom soit rendu public, je refuserai ce don. C'est un engagement que je prends. Eh bien, je demande à Marine Le Pen, à François Fillon et à Emmanuel Macron de faire la lumière sur qui finance leur campagne. Quand on a beaucoup de dons importants, il est légitime, au moment où demain le président de la République devra faire des choix face aux grands lobbies industriels, aux grands lobbies énergétiques, aux grands lobbies pharmaceutiques, aux grands lobbies bancaires, qui est véritablement libre et indépendant. Mais voilà un engagement que moi je prends et que je demande aux autres candidats de prendre. On verra qui incarne véritablement la transparence et la modernité dans cette démocratie. Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Benoît Hamon.